comment on peut dormir tranquille en sachant qu'il y a des gens qui n'ont plus de salaire, qui peuvent plus payer leur loyer, qui peuvent plus nourrir leur famille. Ils font rien qu'à nous faire des promesses qu'ils ne tiennent jamais. La seule chose qui les intéresse, c'est de passer à la télé. Tout pomponné, tout maquillé, ils aiment parler au journal. Pendant que monte du fond du café le son de la chorale. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Et puis à ceux qui font des débats, la philo à 2 balles. Y a celui qui est pour et celui qui veut pas. Et ça parle, et ça parle. Tout pomponné, tout maquillé, ils viennent vendre leur salade. Pendant que monte du fond du café la grande sérénade. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Et puis à moi, qu'en fait partie aussi, faut toujours que je la ramène. Comme si on disait pas assez de conneries, faut que j'y rajoute les miennes. Tout pomponné, tout maquillé, je vous promets, je vous en voudrais pas. Vous avez droit du fond du café, chantez aussi pour moi. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Cette chanson, je l'ai faite pour vous, les Français, les Françaises. Allons enfants, ce sera notre hymne à nous, notre Marseillaise. À la maison, à ton bureau, quand on aura marre d'écouter le casse-bonbon qui parle trop, tu pourras lui chanter. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Plus fort! Fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ça ferait du bien à la France. Merci Mathieu. Merci. Merci à vous. Oui, merci. Attends, on va mettre du gilet jaune pour attends. On va accrocher au sapin. Il raconte, ça, je suis soignant suspendu. Il n'y en a pas un qui dit ouais, ça réforme cette merde. Voilà. Certains disent je suis Charlie. Moi c'est. Je suis soignant suspendu, je suis pompier suspendu. Si je suis du labo, c'est comme ça. Solidarité oblige.
Ça s'arrête. Bah, ils sont dans des petites communes, voilà, et ils vont prendre la parole tout à l'heure. Et voilà, peut-être manifester avec nous, c'est pas. De rien. Bonjour tout le monde. Désolé, on a un problème de sono. Donc ceux qui voudront prendre la parole, vous viendrez là vers le porte-voix. Voilà, donc là, on avait emmené une sono, mais apparemment elle ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est un petit peu problématique. Voilà, juste pour dire, aujourd'hui c'est une date assez symbolique par rapport aux 3 ans du mouvement Gilets jaunes. Et par rapport à ça, c'est vrai que on est tous unis pour combattre la politique du gouvernement, qu'elle soit sociale ou liberticide. Donc voilà, clairement, ouais, oui, mais on n'a que ça, hein, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on est là tous unis pour combattre cette politique. Et c'est pour nous une date très importante par rapport à ça, parce que justement il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu tout ça, et voilà. Donc je vais laisser parler Annie qui a fait un texte par rapport au mouvement des Gilets jaunes, aux 3 ans du mouvement des Gilets jaunes, et voilà. T'appuies juste. Alors j'appuie. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, bon, voilà. Alors, comme le disait Fred, en fait, on voulait partager avec vous ce moment important de notre vie du mouvement des Gilets jaunes. C'est notre 3e anniversaire. Le 17 novembre 2018, on est descendu dans la rue. Ce mouvement, en fait, c'est un agrégat de colère. On pouvait croire que c'était la taxe carbone qui avait réveillé les personnes. En fait, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement spontané, historique, qu'on ne verra certainement plus qu'une fois dans sa vie. Alors la hausse du prix de l'essence a permis de cristalliser tous les désespoirs enfouis chez beaucoup de gens, qui souvent n'avaient jamais manifesté, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, qui se sentaient exclus de tout débat citoyen, isolés dans leur survie quotidienne. Et puis il y a quelqu'un qui a eu le génie d'endosser un gilet jaune et on s'est tous mis à occuper les ronds-points. Le gilet jaune, rappelez-vous, nous avait été imposé par Sarkozy. C'était une obligation. Le citoyen gilet jaune, il s'en sert contre l'ordre établi. Le gilet jaune, il est visible, il signale un danger et c'est bien le cas dans le mouvement, puisqu'il y a une urgence, comme le disait Fred, sociale, fiscale, environnementale et pour notre démocratie. La France, elle est la championne du monde des ronds-points conçus par des technocrates. Ils se sont retrouvés occupés par des révoltés. Ils sont le symbole de la convergence des routes. Ils deviennent le symbole de la convergence des luttes. Mais l'agrégation des colères n'aurait pas été suffisante pour que ce mouvement perdure pendant tant de temps. Il faut être dedans, il fallait être dedans pour comprendre ce qui fait que de multiples personnes sont revenues chaque semaine, malgré le froid, la propagande des médias, la violence policière, la répression. Il y avait une ambiance de partage, de joie, d'échange, de solidarité, quelles que soient les personnes, hommes, femmes, et nous étions nombreuses les femmes pour une fois, jeunes, plus âgées, milieux sociaux différents, handicapés et SDF. On n'avait jamais vu de manifestation durer aussi longtemps avec des gens différents dans la durée et la créativité. On est donc un agrégat de colère. On a retrouvé la solidarité et la fraternité. Et comme le disait Fred tout à l'heure, les colères sont variées. Il a dit plus de démocratie, on voulait vivre dignement de notre salaire et de nos retraites, on veut des services publics suffisants et de qualité pour l'hôpital, la justice, l'école, plus de justice fiscale et la préservation de la planète. Les GJ ont fait l'expérience, comme vous, que ces revendications étaient systématiquement refusées par ce gouvernement avec un mépris et une répression intolérables.
Ce gouvernement qui ne cesse de creuser les inégalités sociales et fiscales au lieu de les réduire et ne se préoccupe absolument pas du danger que court la planète. Ce mouvement apparu spontanément, a participé depuis 3 ans à tous les combats. Et c'est encore le cas aujourd'hui puisque vous êtes là. Vous êtes avec nous comme nous avons été avec d'autres. L'urgence, en effet, est de plus en plus là. Elle est plus prégnante encore. Nos libertés, nos valeurs sont atteintes dans leur cœur. Et c'est ce qui vous a certainement, entre autres, amené à nous rejoindre. On ne sait d'ailleurs pas qui a rejoint, si c'est nous ou vous. Mais nous sommes tous d'accord pour tout mettre en œuvre afin de sauver notre démocratie, nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Reste bien sûr à sensibiliser les autres citoyens qui ne se rendent pas compte de la démocratie autoritaire que nous appelons démocrature, qui s'installe jour après jour. Les citoyens sont intoxiqués par la propagande gouvernementale et des médias, paralysés par la peur, instillés par le gouvernement. C'est une lourde tâche que de pouvoir aider les autres à se rendre compte de cette, j'allais dire merde, hein, mais excusez-moi. Mais nous pourrons y parvenir si nous restons unis et solidaires. Ensemble, nous pouvons gagner. Si nous nous séparons à cause de nos différences, nous sommes perdus d'avance. Tous ensemble, merci de m'avoir écouté. Merci. Tous ensemble, ouais. Allons, Tous ensemble, ouais. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente, je suis Thierry Renaud, maire d'une petite commune des Ardennes. Avec mon collègue Fabrice Marchand, là, nous avons fondé, et puis un maire délégué près de chez nous aussi, nous avons fondé le collectif des maires résistants. On y a travaillé depuis 2 mois et demi à peu près, il est vraiment lancé depuis 1 mois. Et nous sommes là pour redonner la parole aux citoyens et aux élus de base, les maires comme nous, les maires de petites communes, à qui on retire des pouvoirs régulièrement, on retire des compétences. Vous savez, on dit que le maire, il a le rôle d'officier de police judiciaire, mais ça c'est dans les textes. Quand il faut l'appliquer, c'est complètement obsolète, on n'a plus accès. Il suffit de voir les maires qui sont agressés un peu partout en France et qui n'ont aucun moyen, qui ne sont pas défendus correctement. Donc nous, on est là pour rassembler les élus et les mouvements citoyens partout en France, afin de pouvoir aller au présidentiel avec un candidat qu'on dévoilera le moment venu. Et pour ça, on a besoin de vous. Pour rassembler les élus, il faut que vous alliez les contacter, que vous nous aidiez dans la démarche. Alors nous, on va faire une démarche de emailing déjà vers eux, parce qu'on ne peut pas aller les voir partout en France, hein. On a aussi nos mairies à gérer, nous sommes des petits artisans, on doit travailler aussi dans nos entreprises la semaine. Mais par votre aide, on va mettre des documents en ligne bientôt que vous pourrez télécharger, imprimer et aller voir vos élus et leur demander, tous ceux qui sont contestataires dans leur coin, qui ne sont pas d'accord avec le système en place, qu'ils nous rejoignent. De façon à ce qu'on fasse le nombre, qu'on soit la force. La force des élus et la force des concitoyens. Ensemble seulement on pourra y arriver. Votre maire vous écoute pas? Ben, il faut essayer d'y aller à plusieurs, lui parler. Oui, bien sûr, mais en persistant, mais gentiment, tout petit à petit, il a encore temps. C'est une écolo. Voilà. Écoute le préfet. Ah, mais ils écoutent le préfet, ils subissent le préfet bien souvent. Vous savez, c'est pas facile, hein. Quand on se met en avant comme on le fait, on prend des risques. Vous savez, quand un maire, surtout dans les petites communes, il n'a pas un parti politique derrière lui pour le défendre. Donc il subit un petit peu, enfin il a peur des pressions de son conseil municipal face à ses positions, de ses administrés, de l'administration au-dessus, des préfectures. Donc c'est compliqué de décider de prendre la parole, de prendre parti. Il risque quand même gros, hein. S'il s'engage de trop, vous risquez dans votre commune peut-être de perdre des aides, de perdre des soutiens. Il a des projets qu'il ne peut pas réaliser, que vous souhaiteriez avoir parce qu'il n'a pas les aides nécessaires, parce qu'il a pris parti, vous allez lui en tenir rigueur. Voilà. Par contre, là, s'il ne se mobilise pas, vous avez besoin de lui, vous allez lui en tenir rigueur aussi. C'est compliqué pour lui de se positionner. Il a besoin de connaître
le ressenti de ses concitoyens, de son conseil municipal, pour savoir s'il peut aller se mettre en avant. Alors bien sûr, on ne leur demande pas à tous de faire ce qu'on fait nous, de venir sur les rassemblements, de passer à la télé, à la radio. On leur demande juste de venir adhérer au collectif, de remplir un bulletin d'adhésion, de garder leur signature pour le candidat qu'on pourra présenter. C'est tout ce qu'on leur demande. Ils restent seuls chez eux et ils attendent que tout se passe. Et le moment venu de mettre une signature. Ceux qui ont l'envie, qui ressentent le besoin aussi de s'exprimer, qui nous rejoignent un peu, ça nous aidera tous les deux, parce que là on a attaqué un Tour de France et c'est très lourd quand même. Ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. Si on a des maires quelque part dans chaque région qui veulent un peu prendre la parole aussi, ça serait très bien, hein. On les accepte bien volontiers, hein. Mais tous les autres, bien simplement qu'ils adhèrent, ça sera suffisant. Ça nous aidera pour avoir du poids face à nos politiques en place. Le maire présumé pour les présidentielles, est-ce qu'il est marqué politiquement aujourd'hui? Pas encore. Et il n'est pas question que ce soit un parti politique qui soit mis en avant. Ça sera quelqu'un qui devra être élu du peuple, des citoyens. Il y a plein de candidats actuellement potentiels à la présidentielle issus de nos concitoyens. Tu as dit que tu étais maire dans les Ardennes. Là. Moi, j'ai un mauvais souvenir des Ardennes, si tu veux, avec Sedan en 1870. Ah oui, bien sûr. Ben, il n'y a pas que ça. Les Ardennes sont riches en histoire, même bien avant la France. Voilà. Donc, non, mais voilà, il faut se mobiliser un peu partout. Je vais laisser le micro à mon collègue Fabrice Marchand. Il a aussi des choses à vous dire. Merci. 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 Bravo. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Fabrice Marchand, maire d'une toute petite commune dans les Ardennes, donc je suis le père fondateur du collectif des maires résistants. J'ai commencé tout seul il y a 3 mois et mon ami Thierry m'a rejoint, donc aujourd'hui ça fait 3 mois que ça avance. Aujourd'hui nous avons 25 personnes au sein du collectif qui travaillent, qui ont rejoint le collectif, qui nous ont demandé de travailler pour le collectif, que ce soit communication, que ce soit secrétaire ou bien d'autres choses. Et donc j'en profite pour les remercier encore une fois parce qu'ils font un travail énorme. Ils travaillent entre 12 et 17 heures par jour. Il y en a même certains qui travaillent la nuit. C'est pour vous dire à quel point ils ont envie et comptent aussi sur nous les élus. Parce que c'est pas rien. Aujourd'hui nous mettons, et comme Thierry l'a dit, et moi je le mets en image de cette façon-là, je dis nous mettons notre tête sur le billot. Voilà comment je dis les élus qui sont là, mais entre guillemets leur tête sur le billot parce que en face de nous, nous avons vraiment un exécutif qui est une machine à broyer en fait. Alors il n'est pas qu'une machine à broyer que les élus, mais qui broye aussi le citoyen français dans son ensemble. Donc et ça là, il est hors de question et on doit le changer. On doit absolument, nous les premiers élus, prendre notre part de responsabilité aujourd'hui, puisqu'il y a toujours quelque chose que je répète à tous les élus, c'est que nous, les premiers élus de France, nous sommes reconnus légitimement par le peuple français dans son ensemble. Et comme je dis, nous sommes les serviteurs de nos administrés, mais dans l'ensemble général, nous sommes les serviteurs du peuple français. C'est écrit et je respecterai mon contrat jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Même si je ne suis pas réélu après, je respecterai ce contrat. Et aujourd'hui, nous venons nous battre aux côtés de nos concitoyens pour pouvoir reprendre la main sur votre pouvoir, notre démocratie, remettre notre constitution bien en place, la faire respecter comme elle se doit, car aujourd'hui nous avons des belles choses qui sont là, elles peuvent être bien utilisées du moment que nous avons des bonnes personnes qui s'en servent, et aujourd'hui ces bonnes personnes qui doivent s'en servir, c'est le peuple français, non pas des politiciens VRP et mondialistes, et qui aujourd'hui, la plupart, et je ne vais pas m'en cacher, et je ne vais pas dire le contraire, c'est une vérité, trempe dans la corruption, la plus profonde. Bravo! 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 C'est dit. Ça, c'est dit. Je sais que mes paroles sont assez lourdes, je sais qu'elles seront peut-être lourdes de conséquences, mais c'est pas pour autant que, même si demain je suis menacé ou autre, ou on me met un coup de pression, que je lâcherai pour autant. Je vous le dis, jusqu'au bout de ces élections 2022, et même pour les législatives, et même encore après, le collectif restera en vie avec le peuple français. Car c'est le peuple français, ça y appartient au passage. Merci beaucoup.
Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Alors, c'est vrai qu'en arrivant, on a eu l'occasion de discuter avec différentes personnes qui nous ont posé des questions un petit peu sur ce qu'on aurait à proposer. Il y a tellement de choses, c'est tellement vaste. Il y a tellement de réformes à faire. Mais bon, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est opposé complètement au pass sanitaire. La vaccination, des fois on nous pose la question, ça nous est difficile de répondre, nous ne sommes pas des scientifiques. C'est discutable. Il y a des gens plus compétents que nous pour parler de ça, et en temps voulu, ça sera le moment de les interroger, tous ceux qui ne sont pas passés dans les grands médias, qui ne sont pas, comment dirais-je, subventionnés par les laboratoires, ont leur mot à dire aussi. Et à ce moment-là, il sera temps de leur donner la parole et de prendre des décisions vraiment sereines et concrètes. Mais en attendant, c'est vrai que le pass sanitaire, on y est totalement opposé, c'est anticonstitutionnel national, anticonstitutionnel européen. C'est contre la Constitution européenne et française. Donc on ne comprend même pas que ça puisse exister. Et ça, on est totalement opposé, soyez-en garantis. Merci. 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 Excusez-moi, je voulais juste vous dire, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'il y a un gâteau qui est quand même un peu petit, mais qu'on va couper en petits morceaux pour fêter l'anniversaire des Gilets jaunes, donc juste après les interventions. D'accord? Merci, le partage, bien sûr. On nous a parlé de toi, ils avaient dit que ça serait bien que tu sois là, justement. Voilà, donc beaucoup de monde, bien sûr. Je vous remercie à tous. Je vous remercie. Et du coup, là, ce que je voulais... donc c'est vraiment du lourd parce qu'il y a eu un gars qui a laissé un commentaire qui m'a vraiment choqué, que j'ai préféré le noter. J'ai épinglé ce commentaire sous la vidéo, donc on peut retrouver ce commentaire sous la vidéo, témoignage d'un glaçant d'un patient de l'hôpital Jean Mingeot à Besançon, sur ma chaîne YouTube Mathieu Diaz. Vous pourrez trouver ce commentaire. Et j'ai noté, voilà, l'échange que j'ai eu avec lui, je vous préviens, ça va être violent. Voilà ses propos. Il a dit, c'est les abrutis comme vous qui mettent l'hôpital dans cette situation à ne pas respecter les consignes sanitaires. Je suis infirmier et on n'en peut plus de voir des abrutis arriver en réa alors qu'il y a déjà plus de place parce qu'ils avaient peur d'une piqûre comme des petits-enfants où on fait un caprice et pas respecter les gestes barrières. 2 ans que l'hôpital est au bord du gouffre à cause d'irresponsables et gamins immatures égoïstes. Alors que si tous auraient joué le jeu, nous n'entendrions plus parler du Covid depuis longtemps. À un moment, ce qu'il va se passer, c'est que tous les abrutis qui font n'importe quoi et ne sont pas vaccinés, on leur interdira d'entrer à l'hôpital. J'ai répondu à cette personne, et voici ce que je lui ai répondu. Tu as de la chance. Normalement, j'aurais pas autorisé les commentaires insultants, mais je tiens à te donner un cours d'humilité à toi qui te crois intelligent. D'abord, commence déjà par bien t'informer. Primo, Martin Blachier dit que ce sont les vaccinés qui contaminent les non-vaccinés. Deuxièmement, on a menti et sacrifié beaucoup de malades durant le confinement en faisant croire que les hôpitaux étaient surchargés du Covid. Aujourd'hui, un rapport hospitalier a dénoncé qu'il y avait eu seulement 2% de patients Covid à l'époque. Donc on a fait mourir beaucoup de monde dans le confinement, y compris les vieux au Rivotril, seulement pour 2% de patients Covid. Et troisièmement, le vaccin ne protège pas, au contraire, il a déjà tué des jeunes adolescents à l'heure où je décris ce commentaire. J'ai les noms de ces jeunes. Donc un conseil, ou bien tu prends conscience de la gravité de la situation, ou bien tu te rends complice par ton silence de crimes contre l'humanité. Et ensuite, à cette personne qui est en train de prôner le vaccin, j'ai ramené une liste que je vais vous donner, une liste de jeunes adolescents qui sont morts du vaccin. Je vous demande de taper les noms de ces jeunes sur Google pour pouvoir trouver. Maxime, 22 ans, décédé à 7, choc allergique. Mélanie, 16 ans, décédée en août à Béziers, crise cardiaque.
Sophia, 17 ans, décédée en septembre à Gardanne, crise cardiaque, embolie pulmonaire. Anthony, 24 ans, décédé à Nantes, thrombose, hémorragie interne. Joyce, 17 ans, en septembre, crise cardiaque. Quentin, décédé à 18 ans à Narbonne, myocardite. Et il y a eu un gars qui s'appelle Yacine, 13 ans. Il a perdu la vue à cause d'une cécité, de ce qu'on m'a dit. Mais voilà, il y a eu des jeunes qui sont morts du vaccin. Et franchement, je suis super scandalisé parce qu'on vous disait que le vaccin était dangereux. On vous disait que le vaccin, il fallait pas le prendre et tout. Et à cause de votre ignorance, à cause de votre inconscience, eh bien, ces jeunes, ils ont été envoyés à l'abattoir. Et j'espère que si les gens ne font rien, si vous ne faites rien et que vos enfants claquent, eh bien, je vous souhaite de vivre avec ça sur votre conscience parce que ces jeunes-là, ils avaient le droit de vivre, ces jeunes-là. Merci. Bravo. Oui, voilà, c'est bien le texte. Du texte. Donc, Good Night Malaysia 370. Le scénario qui change tout. Il y a 7 ans, le 8 mars 2014. Donc, retenez bien la date. Le vol de la Malaysia Airlines MH370 transportant 239 personnes de Kuala Lumpur, Malaisie, à Pékin, Chine, disparaissait. D'abord des radars, puis de la surface du globe. Jusqu'à ce jour, aucune épave n'a été retrouvée, malgré de gigantesques recherches menées en mer de Chine, puis dans l'océan Indien. On a assisté depuis à un feu d'artifice de scénarios aussi délirants qu'alternatifs pour expliquer ce drame. Un copilote fripon, un commandant amok, de jeunes Iraniens clandestins, une cargaison suspecte de mangoustans, une tentative d'attaque sur la base américaine de Diego Garcia, des brevets douteux, un pirate caché dans le compartiment électrique, une prise de contrôle à distance, des batteries au lithium qui avaient implosé, un incendie dans la route, un trafic d'organes vers la Chine, des sauts de puce de l'avion qui serait monté bien au-delà de son plafond technique. En plus de cette gabégie de pseudo-informations et de fake news, le doute a été magistralement entretenu par une armée d'experts qui ont submergé toutes les grandes chaînes de télévision de leurs analyses contradictoires et de leurs 7 ans de délire. Il a fallu attendre longtemps pour qu'apparaisse enfin une explication rationnelle à travers le brillant récit de Florence de Changy, vol MH370, la disparition, les arènes. Pour commencer à entrevoir un scénario plausible. Celui qu'elle a tissé en reliant patiemment un à un les milliers de fils qui sous-entendent cette affaire véritablement extraordinaire. Ou quand la réelle politique qui mène le monde saute aux yeux du monde, comme le vol MH370. 18 mars 2021, entretien avec Carl Zéro. Il y a dans votre livre, Florence, une sentence qu'on pourrait mettre en exergue de l'enfer des affaires. L'idée que nous puissions être cyniquement trompés par les gouvernements auxquels nous sommes censés faire confiance est tellement dérangeant et pénible que par confort mental, nous préférons regarder ailleurs et accepter n'importe quelle explication, même la plus absurde. C'est une phrase terrible, très lourde de sens. Car si ça vaut pour cette affaire de disparition du vol MH370, ça peut aussi expliquer tellement d'autres affaires dont on attend le fin mot. Florence de Changy, j'ai toujours dit que si j'avais plus de temps à y consacrer, c'est vers ces sujets-là, vers cette matière-là que j'irais. La fabrication des opinions, la fabrication du consensus, tout ce que décrit Noam Chomsky. En fait, c'est là qu'est la vraie réponse à cette énigme. Je pense que c'est l'aspect le plus intéressant de mon livre. Ce n'est finalement pas tellement de retrouver cet avion qui compte, mais c'est de nous faire prendre conscience qu'on est capable d'avaler des couleuvres qui sont grosses comme des boas géants. Et c'est ça qui m'inquiète et me motive le plus, mais j'ai l'impression que pour avoir gain de cause, dans ce combat plus vaste, il faut que je commence pour aller jusqu'au bout de mon enquête sur le MH370, jusqu'au jour où tout le monde va se réveiller et se dire « C'est quand même incroyable, comment a-t-on pu croire à un truc pareil ?» Carl Zéro. Et alors, on se posera forcément des questions d'autres affaires. Parce que si votre hypothèse
celle d'une vaste manipulation orchestrée par les grandes puissances pour cacher un secret, est avérée dans cette affaire avec au passage l'élimination physique de 239 personnes. On ne pourra que se poser des questions sur d'autres mystères, comme l'origine de la Covid-19 par exemple. Florence de Changy, c'est ça qui est terrible. Mais c'est également dangereux. Je sais bien que je suis sur une ligne de crête assez périlleuse parce qu'on risque de me traiter de complotiste. Merci. Merci. Désolé, nous sommes obligés d'interrompre les Je suis désolé, nous sommes obligés d'interrompre les interventions vocales parce que les gens commencent de partir. Donc on va se mettre en route. Les gilets jaunes. Ouais. Bravo les gilets jaunes. Alors, Encore. Encore. Bravo les gilets jaunes. Attends, on refait. Encore, refais. Vas-y toi. Allez les petits gilets jaunes. La. Les gilets jaunes. Il y a beaucoup de monde. On a déjà mangé ce matin. C'est symbolique. Voilà. Si on peut éviter la bougie dans les bords, pas la bougie. Pas non, je voulais juste rajouter une chose. Parmi nous, il y a des gens qui sont vaccinés, des gens non vaccinés. On est tous ensemble, on est tous unis contre la politique libérale.